Bonjour à tous. Les journaux ce matin reviennent sur les élus écologistes de Rennes qui boycottent le Tour de France. Oui, je vous en parlais lundi. Ils ont refusé que leur ville accueille le grand départ de l'édition 2021 car ils accusent la grande boucle de faire circuler trop de voitures, de mal gérer les déchets et de présenter une vision dégradée de la femme. Le soufflet ne retombe pas et l'on sent qu'il y a crise et crime de lèse-majesté. Le Parisien aujourd'hui en France consacre un article à ce débat avec cette introduction. Qui plus fan de vélo qu'un écologiste? Et pourtant, le quotidien met en avant les efforts prévus cette année. La vingtaine de véhicules officiels rouleront en hybride. En outre, Covid oblige, il n'y aura cette année que 110 voitures sur les routes du Tour au lieu de 180 habituellement et 3500 personnes contre 5000 comme de coutume. Et de souligner que tous les membres d'Europe Écologie Les Verts ne sont pas sur la même longueur d'onde. Au Mans, les élus écologistes acceptent sans trop scier les 24 heures mythiques, pourtant plus carbonisées que les coups de pédale du Tour. Peut-être plus poussés au compromis que certains de leurs collègues, les Verts locaux ont négocié pour l'an prochain l'entrée de la voiture à hydrogène dans la célèbre compétition de bolide. On sent l'énervement également dans l'édito de Sud-Ouest qui reconnaît l'empreinte environnementale incontestablement négative de l'événement, mais qui met lui aussi en avant les efforts des organisateurs pour corriger ça. Pas assez vite, pas assez fort pour ces élus écologistes, estime Benoît Lasserre avant de conclure. Si certains élus veulent mériter le label de bobo urbain coupé de l'électorat populaire et rural qui aime et applaudit les cyclistes, s'ils veulent être accusés de pratiquer une écologie punitive, alors bravo, l'arrivée au sommet est proche. Explication de Sandra Régol, la secrétaire adjointe de ELV dans Le Parisien. Il n'est pas insensé qu'un tel événement réponde à une utilisation rationnelle des deniers publics et bien sûr respecte l'environnement. Joli thème de débat en tout cas. Augustin, l'énervement vient peut-être du manque, non pas de Tour de France au mois de juillet cette année. Heureusement pour les amateurs, le départ se rapproche. Tout à fait, l'abstinence prend fin le 29 août, écrit l'Express de cette semaine. L'hebdomadaire raconte l'impatience de ces fans du Tour qui suivent la course en camping-car avec cette année un accessoire en plus, le masque. Des masques qu'ils fabriquent parfois à partir d'anciens maillots de leur équipe favorite. Alors, pour patienter encore un peu, on lit SoPédale, le petit frère de SoFoot consacré au cyclisme. Et on y découvre l'histoire rocambolesque d'un fan du Tour bien particulier. Vous connaissiez la Trump Tower, la tour de Trump. Découvrez le Trump Tour, le Tour de Trump, ou comment l'actuel président des États-Unis a organisé 2 courses à son nom en 1989 et 1990 dans la côte est du pays. Il est alors jeune quadragénaire et vedette omniprésente, convaincu que son nom est probablement son plus bel actif, car ce nom synonyme dans l'opinion publique américaine de réussite est déjà sur des immeubles, des hôtels, une compagnie aérienne et même un jeu de société. Alors quand on lui propose de soutenir financièrement l'épreuve sportive, il accepte immédiatement. Quand certains songent à s'acheter un vélo, Donald Trump s'achète une course cycliste, s'amuse alors la chaîne de télévision NBC. Et si le nom de Trump ne dit rien aux coureurs européens, ils viennent quand même attirés par le pactole mis en jeu. Quand ils ont appris qu'il y aurait 250 000 $ à se répartir, près d'un demi-million d'euros d'aujourd'hui, ils ont dit allons-y. La somme représente en effet 1/5 des récompenses du Tour de France, mais pour seulement 11 jours de course. La course, le sport, tout ça, Donald Trump s'en désintéresse. Il est là pour le show et les superlatifs ne manquent pas. Ma course est en bonne voie pour devenir l'un des spectacles sportifs les plus impatiemment attendus, âprement disputés et largement médiatisés au monde. Du Trump dans le texte et on reconnaît déjà des traits marquants de sa présidence. Il gonfle par exemple l'affluence du public, comme il le fera plus tard pour son investiture. Il se vante de la... il se vante de sa richesse, voilà, j'ai été perdu. Absolument. Auprès du vainqueur, le Norvégien Dag Otto Lauritzen, il m'a expliqué qu'il dépensait 150 000 $ par an rien qu'en fleurs fraîches pour son yacht et que la peau d'une vingtaine d'éléphants avait servi à le décorer, ce qui était un peu flippant. Déjà à l'époque, les anti-Trump se mobilisent car l'homme d'affaires symbolise la richesse égoïste. Au début des années 90, ses affaires vont mal et son cirque, c'est le terme employé par le journal, commence à lasser. Il n'y aura pas de 3e Trump Tour, mais le cirque n'aura pas servi à rien, écrit SoPédale. Il aura mis un coup de projecteur sur le cyclisme qui était alors délaissé aux États-Unis. Et pour terminer cette revue de presse, Augustin, une carte postale un petit peu particulière. Oui, repérée dans les colonnes de l'Opinion. Cet été, poster des livres, nous dit l'écrivain belge Bernard Quirini, qui nous fait découvrir la maison d'édition italienne Lorma et sa collection Pli, au pluriel. Une collection de livres miniatures emballés dans une jaquette épaisse qui peut servir d'enveloppe. Il suffit d'y coller un timbre et hop, il n'y a plus qu'à glisser dans une boîte aux lettres.
6 auteurs sont proposés, notamment Voltaire, Pessoa et Virginia Woolf, à chaque fois avec une collection des lettres de ces auteurs. Et si l'idée vous intéresse mais que vous ne trouvez pas votre bonheur, permettez-moi de vous recommander 2 écrivains que l'on retrouve ce matin dans les journaux. Le premier, c'est Wajdi Mouawad, dramaturge québéco-libanais cité en dernière page de la Croix par le directeur général de la Maïf, Pascal Desmurger. Une dizaine de jours après la double explosion qui a ravagé Beyrouth, il faut lire Incendie et les autres pièces du dramaturge qui a quitté son pays quand il avait 10 ans pour mieux comprendre les guerres et les drames qui déchirent le Liban depuis des décennies. Le deuxième écrivain que vous pouvez poster cet été, c'est Philippe Jacotet, le poète suisse de 95 ans. Le Figaro nous fait part de la réédition d'un ouvrage d'entretien intitulé « De la poésie » aux éditions Arléa. Oui. Le poète y évoque sa fascination pour la lumière et sa splendeur, son appétit pour l'insaisissable, son attention au rythme des équinoxes et des solstices. Une citation en guise de conclusion. Pour lire un poème, il faut évidemment accepter une condition préalable qui est un défi à notre époque, celle de l'arrêt. Il faut suspendre un instant le tourbillon de l'action, le mouvement de notre hâte inquiète, assourdissante, s'immobiliser et laisser s'ouvrir cette étrange promesse comme on voit s'ouvrir une graine. L'opposition de la poésie et des grands événements de notre temps, c'est peut-être le combat de la graine et du tonnerre. Jolie formule en tout cas. Merci beaucoup, Augustin, pour cette revue de presse. Je me permets de rajouter une petite chose parce que Kiraz, le dessinateur de presse, est mort. Il avait 96 ans. Alors les plus jeunes qui nous écoutent ne le connaissent peut-être pas, mais c'est le créateur des Parisiennes. C'était ces femmes très élégantes avec des jambes filiformes et on pouvait lire ça notamment dans les années 80 dans Jour de France. Et un deuxième petit plus en ce qui concerne pas du tout la revue de presse, je conseille aux auditeurs qui sont à Paris d'aller au cinéma voir un film qui sort en reprise. C'est un film espagnol qui s'appelle Les Révoltés de l'an 2000, qui est sorti en 77. Un film d'horreur absolument extraordinaire, à base d'enfants meurtriers. C'est absolument génial et c'est un film très rare et remarquable qui ressort notamment au Reflet Médicis. Il est 8h39 à suivre sur Radio Classique les 2 esprits libres de ce jeudi 13 août, Georges Fenech et François-Xavier Bourmeau. À tout de suite.